Bonsoir à tous. Alors, je veux juste savoir si vous m'entendez bien, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire de réglage de micro. Donc, si je dois parler plus fort ou si je dois me rapprocher un peu, mais voilà, si on peut être bon à cette distance-là, je préférerais rester dans ce type de réglage. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien. Juste oui ou non, ça suffira. C'est OK. Bon, parfait. Merci pour vos retours. Alors bonsoir. Donc vous avez dû voir que sur la présentation, je m'appelle Elisabeth, mais tout le monde me connaît plutôt sous le nom de Babette. Et, euh, et je vis ici au centre de Raja Yoga de Paris. Alors quand on parle de plusieurs vies, c'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien, donc on aura l'occasion d'en parler. Parce qu'il y a une gentille petite scène qui s'est passée tout à l'heure qui illustre très bien le propos d'aujourd'hui. Alors, on parle dans le titre, on parle de toutes nos vies, toutes mes vies. Pourquoi on a plusieurs vies en même temps et qu'est-ce que ça signifie? Alors, je ferai, je couperai en trois parties principales. La première partie, c'est les différentes vies que j'ai, c'est-à-dire, on va définir la vie par le fait par le mot de rôle. On a différents rôles dans notre vie, dans cette vie présente. On en a plusieurs et qu'on joue successivement. Et donc, on va essayer d'explorer ensemble l'influence que ces différentes vies ont sur l'autre aussi, parce que chacun de nos rôles a une influence sur la façon dont je vais jouer l'autre rôle. Donc, on est dans un monde de rôles. Donc, c'est sûr que on est parfois pris au piège et on se perd beaucoup dans tout ça et on se demande qui suis-je? Qui c'est cette personne comment réagit cette personne qui est derrière les rôles qu'elle joue? Ça va être la première partie. La deuxième partie, on va parler des situations où on joue plusieurs rôles mais en même temps. Parce que là, on parlait de rôles successifs, c'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre. Mais il y a celui où la situation où on joue plusieurs rôles en même temps. Et là, c'est une petite anecdote que j'ai vécue aujourd'hui et qui illustre très bien ce qu'on peut vivre classiquement, régulièrement et parfois souvent par exemple, avec l'arrivée du télétravail. C'est sûr que là, on est dans des situations multiples, complexes et surtout superposées, ce qui est extrêmement mauvais et générateur de stress, de tension, de fatigue, pour finir par la dépression. Et le troisième aspect, qui est l'aspect spirituel, en fait, qui est celui qui nous intéresse presque plus aujourd'hui, on parle de nos vies. Alors, vous savez, dans le Raja Yoga, on se contente pas de considérer qu'on n'a qu'une seule vie, c'est-à-dire celle qui a commencé avec cette naissance et puis qui se terminera avec notre mort, mais on est fortement imprégné dans notre conscience et dans notre façon d'être de la notion que cette vie n'est pas la seule et qu'on en a eu avant et qu'on en aura après. Donc ces vies, on va dire dans un aspect beaucoup plus spirituel, elles aussi ont une influence les unes sur les autres et font ce que je suis aujourd'hui. Donc, dans tous ces trois aspects, on va essayer de voir comment moi, la personne, celle qui est, j'allais dire, libérée de tous ces types de rôles, de représentation, d'action aussi, comment on gère tout ça et comment on vit tout ça et en retrouvant qui on est réellement dans tout ça, arriver à gérer plus facilement, parce que notre monde actuel ne nous permet pas de se séparer et de ne plus vivre tout ça en même temps. Mais ces différents rôles, on peut les gérer différemment, on peut les gérer avec douceur, sans stress et puis avec compréhension. Donc voilà un petit peu ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va rester ensemble jusqu'à, je regarde ma montre, vers 6h moins, 7h, 8h moins le quart. On va faire un petit chat de 45 minutes. Parce que c'est là, en fait, 45 minutes, la durée de concentration maximum. Après, soit l'intervenant se répète, soit on décroche un peu
on décroche un peu notre attention et l'assimilation est différente. Donc voilà un peu ce que je voulais vous donner en guise de présentation aujourd'hui. Alors pour revenir à la première proposition, c'est-à-dire regarder nos différents rôles dans notre vie, eh bien c'est sûr que il y a deux grands pans qui sont indissociables les uns des autres, qui sont la vie familiale, qu'on soit célibataire ou qu'on ait des enfants, et la vie professionnelle. C'est vraiment les deux gros morceaux que l'on et si c'est pas une vie professionnelle qui est active, il reste quand même qu'on a des formations, qu'on a fait des études, qu'on a des capacités, et que c'est ce que l'on sait. Un jour, il y a quelqu'un qui écrit quelque chose. Non, c'est bien. Et de temps en temps, je vais me pencher comme ça pour voir s'il y a des intervenants ou des choses que vous dites. Je ne vais pas pouvoir le faire de trop, parce que, comme on dit, ça déconcentre. Mais je vois que là, pour l'instant, ça va bien. Donc, vous me dites quelque chose si vraiment il y a un vrai problème. D'accord, merci. Alors, pour revenir à l'histoire de ces rôles que l'on joue au quotidien, qui sont des rôles un peu obligatoires, puisque, hum, imaginons le cas classique de la personne qui a un métier et le cas classique de la personne qui a une famille. Donc, le métier et la famille, c'est les deux gros morceaux. Après, ce que l'on va rajouter, les autres rôles qu'on va rajouter, sont liés à des choix que l'on peut faire ou comment dire, des positionnements que l'on souhaite avoir dans la vie. Alors, j'ai un exemple très intéressant. Vous savez comment un rôle peut déteindre sur un autre rôle. Par exemple, j'ai eu le cas de plusieurs personnes, des personnes, on va dire pas tant que ça non plus, qui me disaient, oh ben moi, mon père, il est militaire et à la maison, ça se ressent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui est militaire, elle est militaire à son travail, elle est militaire dans ses actions, dans sa profession, mais elle est aussi militaire en rentrant à la maison. Donc ça, c'est le cas classique d'une personne qui ne sait pas séparer ses différents rôles et qui les importe dans une situation ou dans une autre. Donc, dans le cas de ce monsieur qui était militaire, eh bien, les capacités qu'il développe à l'intérieur de son métier, les actions qu'il accomplit dans son métier, son rôle précis en tant que militaire, eh bien, il le transpose dans sa vie personnelle, ce qui fait qu'il devient lui aussi, à ce moment-là, autoritaire avec ses enfants, qu'il applique des règles très strictes, parce que dans l'armée, bon, c'est la discipline, c'est l'obéissance, c'est l'ordre. Donc, en transposant en fait son rôle de militaire dans son milieu familial, dans son rôle de père, eh bien, ce mélange fait que d'un papa qui pourrait être très doux parce que peut-être qu'intérieurement c'est quelqu'un de gentil, de doux et de tolérant et de facile eh bien, il devient quelqu'un d'autoritaire et de difficile à vivre et de peut-être aussi dur avec ses enfants. Donc, vous voyez, quand on a un rôle, chaque rôle signifie un certain type de spécialité, un certain type de comportement. Et si ces comportements sont déplacés par rapport à l'activité qu'on est en train de faire, par rapport au rôle qu'on est en train de jouer, ben ça veut dire qu'à ce moment-là, il y aura un décalage. Et ce décalage va entraîner des problèmes relationnels importants. Dans l'autre sens, si vous avez un... On va reprendre l'exemple du papa militaire. Si le papa est très doux, très gentil avec ses enfants, même un peu hyper tolérant, un peu lax même à la limite, ben, s'il emmène ses traits de personnalité, s'il les emmène dans son travail en tant que militaire, bien, il va être considéré comme quelqu'un qui a un manque d'autorité, quelqu'un qui ne sait pas commander ou qui ne sait pas s'occuper de ses hommes. Donc, on voit bien que à chaque rôle correspond à un set. Alors, ce que nous, on appelle ici, le mot qu'on utilise beaucoup, c'est le mot sanskar. Sanskar, c'est un mot indien qui veut dire comportement, trait de caractère, empreinte. Donc, l'éducation nous fait acquérir des empreintes. Alors, il y a celles qu'on a originellement, on va en parler tout à l'heure. Et puis, il y a celles qu'on va acquérir avec le temps, avec l'éducation, avec les apprentissages professionnels, et qui vont devenir une certaine deuxième nature. Et cette deuxième nature va imprégner très fortement notre comportement global. Alors,
si vous n'êtes pas attentif, en fait, à mettre de côté les sens car, les traits de comportement qui sont associés à un rôle, vous risquez effectivement de les inverser. Comme on disait toujours, si un, si un joueur de tennis qui est médecin se comporte comme un médecin sur un court de tennis, ça va pas bien se passer. Et inversement, si en tant que médecin, il se comporte comme un joueur de tennis, il va pas s'occuper de ses malades correctement. Donc ça, c'est très important dans notre vie de bien faire la part des choses et de ne pas mélanger les comportements d'un rôle à un autre. Ça, c'est vraiment ça protège votre famille, ça protège votre environnement, ça vous protège vous aussi. Et ceux qui arrivent à le faire, ben, alors, il y a, des fois, ça peut être forcé. La nature d'un rôle peut pousser la nature d'un autre rôle. Mais en même temps, si on a ce détachement suffisant et qu'on se connaît soi-même, on se retire en fait du rôle, on se retire de l'action pour revenir à ce qui nous sommes à ce moment-là. Donc, cette troisième dimension qui est mon rôle en tant que personne, en tant qu'individu, nonobstant mes actions, mes spécialités, mon rôle social, ou professionnel, eh bien, il est évident que je me mets dans une zone de sécurité où je vais mettre de côté tous ces sets de comportements pour faire ressortir ce que je suis réellement. Alors, évidemment, la nature est très forte et l'acquisition aussi est très forte, l'apprentissage est très fort et l'apprentissage devient un automatisme. Et comme mon apprentissage devient un automatisme, il va supplanter ma nature profonde. Alors, je vais juste vous donner un petit exemple très personnel. Hum, L'autre jour, une personne m'a dit, mais tu as toujours tendance à voir les problèmes, les choses qui vont pas, et moi, je vois toujours ce qui va bien, ce qui est super, ce qui est bien. Je lui ai dit, alors j'ai réfléchi parce que je ne me positionne pas comme une personne qui est négative ou qui voit les choses du côté, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Je dis, mais qu'est-ce qui fait que la personne a cette impression-là? Et en fait, j'ai réfléchi à une chose. J'ai été infirmière pendant très longtemps, toute ma vie, on veut dire. Je suis retraitée récemment. Et je me dis, mais quel est le trait de caractère dans ma profession qui est positif dans ma profession, mais qui peut devenir préjudiciable à l'extérieur dans un autre rôle? Et là, on voit là où il y a un truc qui coince. Eh bien, tout simplement parce que quand vous êtes infirmière, votre rôle, c'est de détecter ce qui ne va pas chez le patient. C'est-à-dire le changement d'attitude, la température qui change, la personne qui se sent moins bien, la couleur de la peau qui change, une cicatrice qui a une mauvaise mine, comme on dit. Enfin, tous ces petits détails, un traitement qui donne des effets secondaires compliqués, des douleurs, voilà. Donc, le rôle d'une infirmière, bien sûr, d'appliquer les prescriptions du médecin à la suite de son diagnostic, mais elle a aussi un rôle de détecter les effets secondaires négatifs, de détecter les changements qui peuvent être préjudiciables pour le patient. Donc voilà, donc, ce qui est un trait de caractère positif, de détecter ce qui ne va pas pour effectivement trouver la solution et l'appliquer, la solution. C'est pas regarder ce qui est négatif pour regarder ce qui est négatif. Ça engendre et ça enclenche une attitude de correction, on va dire. Eh bien, cette tendance à regarder ce qui ne va pas pour corriger, pour protéger aussi, eh bien, sorti de son contexte, ça devient quelqu'un qui a peut-être un peu négatif, qui voit toujours les choses de travers, etc. Alors que c'est, à la base, quelque chose de positif, quelque chose qui est nécessaire. Donc voilà, c'était intéressant pour moi, c'est ce qui m'a donné effectivement l'envie de parler de ces histoires de mes vies, parce que ce télescopage, ce qui est bien dans un rôle et qui devient moins bien dans un autre rôle, en fait, on peut le bonifier. Et en le bonifiant, on fait que ce trait de caractère qui est celui de regarder ce qui ne va pas pour corriger, pour protéger, pour améliorer, eh bien, c'est pas quelque chose de destructeur, mais c'est quelque chose de constructif. Donc, on replace un petit peu pour cet exemple-là, on le replace dans son contexte. Donc, très attention aussi, quand c'est hors contexte,
c'est décalé, c'est déplacé et ça engendre des critiques et des problèmes chez les autres et chez nous-mêmes aussi. Bon voilà, si on se recule et qu'on se désidentifie de, du rôle que l'on joue, eh bien, à ce moment-là, on est capable de laisser dans les rôles les traits de caractère qui leur correspondent et moi récupérer ma nature profonde, ce que je suis, en dehors de tous ces aspects-là. Et c'est vrai que l'apprentissage et la répétition des actions dans un rôle euh, crée des empreintes très profondes qui font que même quand le rôle, on n'a plus besoin de le jouer, ça existe toujours. Donc voilà, c'est ça, c'est le premier aspect que je voulais développer dans ce programme de ce soir. Et donc, ces vies qui sont les unes après les autres, ou avant les autres, ou après les autres, mais qui ne sont pas ensemble. Alors après, il y a ce qu'on appelle les rôles, mais en même temps. Et en même temps, mais pas dans le bon contexte. Alors, c'était amusant parce que ça s'est arrivé ce matin. Je me dis, bon, ben, c'est très bien pour illustrer ce qu'on va faire ce soir. Vous savez, enfin, vous savez, vous ne savez pas, mais que je vis effectivement au centre de Raja Yoga de la rue Orfila, au centre principal. Et on est amené à faire ce qu'on appelle le mélange entre le privé et le public. Alors, le privé et le public, c'est-à-dire que quand vous êtes au travail, vous êtes au travail. Quand vous êtes chez vous, vous êtes chez vous. Et quand vous êtes dans un lieu mixte comme celui-ci, vous êtes à la fois chez vous, entre guillemets, dans le côté privé, et vous êtes à la fois dans le travail, c'est-à-dire dans l'animation d'associations, l'accueil du public, etc. Alors, il s'est avéré que tout à l'heure, je vous l'avouer, tout bêtement, je faisais la cuisine. C'est ça, de faire la cuisine. C'était l'heure de faire la cuisine parce qu'il y avait des invités. Donc là, on peut dire que sur un plan privé, c'est tout à fait cadré et il peut se passer des petites choses, un coup de téléphone, quoi que ce soit, mais rien de plus. À ce moment-là, un appel téléphonique. Alors, l'appel téléphonique, c'était un fournisseur qui demandait des détails avec des numéros, etc., pendant que je faisais la cuisine. Bon, là, c'était encore un peu gérable. C'est-à-dire le côté privé était gérable avec le côté, on va dire, administratif de l'association. Et puis en même temps, dans les quelques secondes qu'on suivit, qu'est-ce qui s'est passé? Coup de sonnette. Une personne arrive. Alors, pendant que je surveillais la nourriture qui commençait à brûler, je devais répondre au fournisseur tout en ouvrant la porte du centre pour accueillir une personne qui venait pour la première fois, que je ne connaissais pas, et qui venait pour un programme que la personne qui devait gérer ce programme euh, avait oublié ou n'était pas présente. Donc, en quelques secondes, je me suis retrouvée dans le privé, l'administratif et le public au même endroit et en même temps. Donc, c'est sûr que c'est des situations qui sont drôles. Et c'est vrai qu'on en a ri après avec la personne, on s'est expliqué. Mais pendant ce moment-là, il y a eu comme vous savez, une espèce de, pas un mouvement de panique, parce qu'on ne panique pas, ce ne sont pas des choses mortelles, graves, etc. C'est même presque amusant si on sait expliquer ce qui se passe à la personne. Mais en même temps, j'avais l'intellect. Donc, mon attention était sur ce qui était en train de brûler dans le four. En même temps, répondre correctement à la personne qui me demandait des informations administratives que je ne connaissais pas en plus. Et troisièmement, accueillir une personne qui est censée devoir être accueillie par quelqu'un d'autre. Et toute cette chaîne-là, à un moment donné, j'ai dit, mais j'ai commencé à blâmer les situations. J'ai commencé à blâmer le coup de téléphone qui était au mauvais moment. J'ai commencé à blâmer la personne qui aurait dû être là pour accueillir l'autre personne qui venait dans le centre. Je commençais à blâmer tout le monde parce que j'étais en état d'énervement, parce que je ne pouvais pas être, et c'est là où je parle de trois situations en même temps, sur trois registres différents. Je ne pouvais pas être à 100% sur chacune des actions et être attentif à chacune des personnes qui avaient besoin de cette attention. Et donc, il y avait une frustration très importante, un énervement, un agacement et surtout chercher qui est le coupable, qui est responsable. Souvent, on a tendance à blâmer les autres simplement pour dégager une incapacité à faire face à une situation. On ne fait pas face, alors on va chercher un coupable. On n'accepte pas,
c'est qui la faute. On fait souvent ça. Et dans une situation où vous devez gérer ces trois choses en même temps, ça n'a pas duré très longtemps non plus, mais c'est une belle illustration pour comprendre qu'à un moment donné, j'ai perdu ma stabilité et j'étais prise dans chacun des rôles, mais dans un mélange complet. Et ce qui a fait que chaque personne qui était concernée n'a pas été servie, entre guillemets, de la bonne façon. Donc, on est assez fréquemment, disons, dans ces expressions de vie, je appelle ça des vies, mais des rôles qui sont emboîtés et qui se font en même temps. Alors, il y a une chose qui est importante, enfin, que on peut apprendre dans ce genre de moments, c'est se dire, définir, on n'a pas beaucoup de temps, hein, définir la priorité. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là quand vous êtes dans trois, ça peut être quatre, cinq situations qui font intervenir différents types de sens-cas, différents types de réflexion, différents types de concentration, parce que ce sont des domaines tellement très différents et qui normalement ne doivent pas se produire en même temps. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Donc, l'idée, c'était de définir la priorité. Quelle était la priorité? Dans tout ça, la priorité, c'était la personne qui se présentait. C'était elle qui était la plus importante parce qu'elle venait pour un programme. Et donc, mon rôle, mon devoir, on va dire, ma responsabilité, c'était de l'accueillir. Même s'il n'y avait personne autour, même si le professeur qui devait être là n'était pas là, ma priorité, c'était, elle était rentrée, donc je devais m'occuper d'elle. Alors, donc, à ce moment-là, définissant la priorité, pour éviter le stress et les difficultés, il y avait deux choses à faire. Éteindre le four, c'est tout bête, hein, vous éteignez le four. Pas la peine de laisser la cuisson se continuer. Vous enlevez de votre champ de conscience, vous enlevez la partie qui n'est pas gérable par rapport à l'autre. C'est-à-dire, par rapport à accueillir un étudiant dans un centre de Raja Yoga, vous n'allez pas lui dire, écoutez madame, je vais vous embêter. Dans 2 minutes, j'arrête parce qu'il faut que j'aille éteindre mon four. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Donc, anticiper, éteindre le four. Et la deuxième solution, raccrocher et dire à la personne, excusez-moi, je vous rappelle plus tard. Et une fois qu'on a évacué ces rôles parasites, qui ne sont pas essentiels, vous allez pouvoir vous consacrer au rôle et à la situation prioritaire qui est celle de la personne qui s'est présentée, parce qu'elle vient dans un endroit où on n'est pas censé avoir de vie privée, où on doit être disponible pour elle en tant que professeur de yoga. Donc vous voyez dans nos vies, quand on est dans des situations comme ça, il y a deux choses à faire. C'est d'abord savoir dire non à un des aspects. Et la deuxième chose, c'est savoir faire des choix. Avoir ce pouvoir de discernement, de se dire qu'est-ce qui est prioritaire et comment, pour privilégier ce qui est prioritaire, sans rejeter ce qui ne l'est pas, le déplacer à un autre moment. Et je crois que c'est important de se donner ce temps de réflexion plutôt que de vouloir tout gérer en même temps, parce que c'est ça le truc, c'est de vouloir être des super Wonder Woman ou Wonder Men et de vouloir tout gérer en même temps parce que le monde nous apprend qu'il faut tout faire tout vite, très vite et en même temps et qu'il faut faire attendre personne et que tout le monde veut toujours être le premier à être servi, etc. Donc, si vous arrivez à définir vos priorités, les autres auront la patience d'attendre. Parce qu'en définissant des priorités, vous donnez du respect à chacun. Donc, j'ai donné du respect à ceux qui allaient manger parce que la tarte n'était pas brûlée. J'ai donné du respect à la personne qui était au téléphone parce que je la rappelle plus tard en lui donnant les informations que je n'avais pas sous la main. Donc, plutôt que de ne faire pas de son temps, ben, on va le gagner la prochaine fois parce qu'on aura toutes les informations. Et la personne qui était là, elle a été reçue et on a passé un excellent moment ensemble. Et mon esprit n'était plus attiré par quoi que ce soit parce que je m'étais reconcentrée sur le rôle à ce moment-là, bien sûr, sur le rôle qui était défini par la situation dans laquelle je me trouvais. Donc vous voyez comment ça peut être très simple en fait de se déstresser ou de ne pas être envahi par l'environnement. C'est de définir des priorités, de savoir dire non et de dire on s'en occupera plus tard. Qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est le plus urgent dans le contexte dans lequel je vis. Et ça, faites-le à votre propre niveau. Je pense que vous verrez quand même de moins grande fatigue. Alors après, il ne faut pas oublier, hein, mais bon, il y a des petits carnets qui existent, vous écrivez en
côté, ne pensez à rappeler telle personne, pensez à faire ci, pensez à faire ça. Et je vous assure que si vous écrivez, mais que vous avez le courage d'y revenir, eh bien, déjà le fait d'avoir écrit ce que vous avez à faire, ce qu'on appelle les to-do list, eh bien, le fait d'avoir écrit, ça enlève une partie d'énergie de pensée perdue qui tourne dans votre tête. Ah, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie. Puis après, j'oublie, pour de bon. Mais sur le carnet, on va marquer penser à. Et quand on met penser à, c'est plus constructif. L'inconscient va s'en souvenir. Et si on dit qu'il faut pas que j'oublie, bah, j'oublie. Bon, voilà, si, c'est une petite sellette qui m'a permis maintenant de revoir au quotidien, dans les jours qui vont venir, ces situations de superposition que personnellement, je ne gérerai pas de la bonne façon. Donc, vous aussi, vous pouvez utiliser votre vie comme étant, j'allais dire, un terrain d'expérimentation. Vous savez, la vie, c'est un apprentissage permanent. Donc, euh, donc, allons-y, soyons contents de ce qui arrive, soyons contents, accueillons en fait les situations et ne perdons jamais le sens de l'humour. Ça, c'est très important. Et donc ça, c'était un peu une petite illustration pour montrer, comme dans la première partie, il y a ces vies les unes après les autres, etc., et qui font on transpose là, par contre, les sets de Sanskar, les sets de comportement, on les met pas au bon endroit, on joue pas le bon rôle avec le bon texte, par exemple. Et puis celui d'avoir plusieurs choses à gérer en même temps sur des niveaux différents. Et, euh, et ça, il faut se respecter. Il faut vraiment se respecter pour savoir dire, ben non, là, je lâche, là, je dis non. Si je le dis oui maintenant, peut-être, mais pour la prochaine fois, il faudrait que j'arrive à gérer différemment. Toujours se donner la chance de pouvoir s'améliorer et pouvoir se rendre la vie un peu meilleure. Parce que notre monde va très vite, tout est rapide, tout est immédiat. On passe beaucoup de temps sur le téléphone portable, on se soustrait des parts de vie parce qu'on les passe devant un écran, ce qui fait qu'on a l'impression que tout va vite, mais quand on regarde le temps d'écran qu'on a, 6 heures d'écran par jour, ça veut dire 6 heures de vie et de relation soustrait à la réalité et en même temps, comme on dit, en présentiel. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut reconsidérer aussi. Il faut reconsidérer, il faut que on se réapproprie ce temps perdu dans les écrans. Alors, je juste une petite anecdote toute bête, ça n'a rien à voir avec le thème. Il y a une chose qui a été, vous savez, quand on vous demande l'heure, souvent, vous sortez votre téléphone portable, à quelle heure il est, là, vous sonnez. Et puis, quand vous voulez regarder l'heure, s'il n'y a pas de pendule dans l'endroit où vous vous trouvez, euh, vous regardez l'heure et puis en fait, quand vous regardez pas l'heure, un quart d'heure, 20 minutes après, vous êtes toujours sur votre téléphone, simplement parce que vous avez voulu regarder l'heure, vous êtes déjà parti dans autre chose, parce qu'il y a une notification qui est arrivée, parce qu'il y a un message, donc pour regarder l'heure, simplement, vous passez un quart d'heure, 20 minutes sur votre téléphone. Puis après, vous devez courir parce que vous êtes en retard. Donc, un truc tout bête, c'est la montre. On a oublié ça. On a oublié que la montre existe et que quand on a besoin de regarder l'heure, on regarde sa montre, on ne regarde pas son téléphone. Ça, c'est des petits trucs comme ça dans notre vie. On fait un espèce de rétropédalage, un rétropédalage qui nous permet de revenir à peut-être la vie d'avant. Hein. Bon, on n'est pas si vieux que ça quand même, mais cette vie d'avant où on choisissait ce qu'on faisait et non pas, on n'était pas guidé ou téléguidé par des applications. Donc voilà, ça aussi, c'est une chose, cette vie d'avant, cette période, cette époque où on ne vivait pas les choses comme on les vit maintenant. Il y a des choses à récupérer, il y a des choses qu'on a laissées, il y a le progrès qui nous a apporté énormément d'amélioration sur plein de choses dans notre vie. Mais il y a des choses qu'on a abandonnées, qu'on devrait, excusez-moi, qu'on devrait vraiment récupérer sans pour autant, retomber dans la lenteur. Encore que la lenteur, ça c'est encore un autre sujet. Euh, Et on va terminer terminer. On va aborder le troisième plan. Le troisième plan qui est celui de parler de nos vies, mes vies. Et comme je vous disais au début, dans le Raja Yoga, on rentre vraiment dans cette dimension beaucoup plus subtile, beaucoup plus large, beaucoup plus, on pourrait dire, invisible, qui est celle
de notre propre destinée, de notre propre existence. Alors, quand on parle d'existence, bien sûr, on limite notre existence à la naissance dans ce corps et la fin de ce corps, mais et on considère que la vie, c'est l'espace qu'il y a entre ces deux bornes, naître et mourir. Et, pardon. Et donc, cette vie unique, bien évidemment, si on reste sur cette impression qu'on n'a qu'une seule vie, eh bien, on est limité dans, j'allais dire, notre manière d'aborder la réalité, d'aborder le vivant. Et deux choses reviennent nécessairement quand on est limité par le fait de croire ou de penser que l'on n'a qu'une seule vie. Il y a deux choses qui émergent naturellement. C'est c'est des peurs. C'est des peurs qui émergent, hein. C'est pas des choses magnifiques, c'est des peurs. Et la première peur qui émerge, c'est la peur de perdre ce corps. Alors, c'est bien évidemment la peur de la mort. La peur de la mort, la peur de la fin de cette vie, la peur de quitter cette réalité, ce monde du vivant, et peut-être s'acheminer vers quelque chose qui est de l'ordre du néant ou d'une, d'un état éthéré qui n'en finit plus, etc. Il y a plein de croyances autour de ça. Et puis, l'autre peur qui vient, c'est la peur de la maladie. La peur de la maladie, puisque c'est elle qui engendre d'abord l'inconfort, hein. Il faut dire que quand on est malade, on est dans l'inconfort. On a un corps qui est pas très habitable et qui n'est pas confortable. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Et puis l'autre aspect, c'est que la maladie qui ne se guérit pas va engendrer la mort. Donc ces deux aspects de peur de la mort et peur de la maladie sont très imprégnés dans nos sociétés modernes parce que nos sociétés modernes sont très matérialistes. Qu'on le veuille ou non, euh, ce qui a rendu le monde, enfin ce qui a rendu nos consciences matérialistes, c'est vraiment j'allais dire, bon, on va dire en résumé très fort, mais il y a plein d'autres facteurs, hein, mais ce serait l'argent. L'argent nous a rendus matérialistes, c'est-à-dire que si j'ai de l'argent, je peux posséder, et si je possède, je peux euh, assouvir mes désirs, et si j'ai assouvi mes désirs, je vais être heureux. Donc l'argent est associé au bonheur, ou à l'illusion du bonheur. Donc, dans un monde matérialiste, le fait de posséder, d'acquérir de l'argent va être un facteur, illusoire ou non, de bonheur et de liberté. Parce que si j'ai de l'argent, je fais ce que je veux. Donc voilà la conscience matérialiste dans laquelle on vit, qui fait que, parce que la conscience est très matérielle, la focalisation de notre intérêt, de notre conscience, de nos- oui, on peut dire de notre conscience, va se faire sous le corps. Puisque le corps est par définition à ce moment-là dans un monde matérialiste, la garantie qu'on est vivant et la garantie de la vie. Et la garantie, en fait, de pouvoir continuer à échanger avec les autres, de pouvoir, et une autre chose aussi, ce qu'on est devenu, c'est-à-dire des consommateurs. Consommateur, c'est-à-dire que on va acquérir des sensations à travers des objets, à travers des expériences, à travers des situations. Et ces expériences vont nous faire sentir vivants parce qu'on a besoin on a besoin pour se sentir vivant, on a besoin de ressentir. Pour ressentir, on a besoin d'avoir des émotions. Donc, pour avoir des émotions, maintenant, il faut consommer. On va les consommer, c'est-à-dire prendre de l'extérieur différentes sensations provoquées par, je vous ai dit, différentes stimulations. Et ces stimulations sont des stimulations qui sont très physiques. Regarder quelque chose de beau, entendre une belle musique, comme tout à l'heure, manger quelque chose qui a un bon goût, s'habiller d'une façon particulière, enfin, etc., etc. Donc, tous ces aspects-là font que j'ai besoin, pour me sentir vivant et heureux, que ces émotions connectées à ces organes du sens-là fonctionnent. Voilà comment, dans une conscience matérialiste, et les deux peurs qui existent, donc la peur de la maladie et la peur de la mort,
on va faire des choix qui sont liés au fait j'allais dire, de minimiser, de moins ressentir ces choses-là. Ce sont des peurs existentielles. Donc voilà, donc j'ai qu'une seule vie. Et nous, dans Raja Yoga, dans ce que je vous dis aujourd'hui, on parle de plusieurs vies. Alors, plusieurs vies, ça veut dire quoi? Plusieurs vies, ça veut dire la même personne, mais qui voyage dans différentes, ça veut dire, images corporelles. C'est comme on change de voiture, c'est comme on change de maison, c'est comme si on déménageait. Donc, avoir plusieurs vies, c'est comme si on déménage régulièrement. Et quand on déménage, eh bien, on repart à zéro. On repart à zéro, on rachète des meubles nouveaux, on est dans un environnement différent. On peut même parfois changer de métier. On peut même, des fois, avoir divorcé, alors on change de compagne, on change de compagnon. Voilà, il y a des resets qui se font en général au sein d'une même vie, mais dans ce que je voulais vous expliquer là, on peut vivre différentes expériences en déménageant régulièrement et en étant toujours moi-même. C'est ça où je voulais vous parler de l'aspect de qui est la personne qui est à l'intérieur du corps. Ça, c'est le fondamental de l'enseignement du Raja Yoga, c'est qu'on est une âme dans un corps, on est d'une énergie dans un corps. Alors, le corps que l'on a maintenant va commencer et va se terminer parce que la matière a une durée de vie. La structuration de la matière, elle a une durée de vie. À un moment donné, elle est neuve, on est des enfants, puis après on devient vieux. Et le corps, la matière s'est usée, le corps euh, disons, naturellement, parce que c'est un processus naturel, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, le corps va naturellement se déstructurer, va naturellement ne plus bien fonctionner, parce que les organes sont usés, et c'est normal. Tout dans le monde matériel devient neuf et devient vieux. Et quand ça devient vieux, ça fonctionne plus, ça se restructure et ça fait autre chose, ça repart. C'est une espèce de recyclage permanent de la matière qui compose notre corps. Mais nous, dans tout ça, on ne disparaît pas. On va déménager, on va en changer, on va en trouver un autre. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Alors, vous y croyez pas, mais c'est un enseignement spirituel, donc on a j'allais dire, on a le courage de nos opinions, on a le courage j'allais dire, de notre foi, on peut dire. On parler de foi, peut-être de nos convictions. Mais si on fait machine arrière et qu'on se regarde intérieurement, on voit bien que la vie qu'on a maintenant, elle est, ce qu'on se ressent comme étant nous-mêmes, c'est chargé de bien plus de choses que ce que l'on vit au quotidien. Et quand je parle de nos vies, ce que l'on est aujourd'hui en tant qu'âme, en tant qu'être spirituel, en tant qu'énergie qui déménage régulièrement, j'aime bien ce mot, je le trouvais avec vous et je trouve ça très sympathique, eh bien, j'emmène avec moi à euh, à chaque déménagement, à chaque corps, j'emmène avec moi la mémoire des expériences que j'ai vécues dans ce corps ou c'était laps de temps de cette vie, X ou Y. Et elle m'habite aujourd'hui. C'est-à-dire, ces expériences que j'ai vécues est toujours là avec moi, ne disparaît pas. Alors, ça disparaît de ma conscience parce qu'il y a une forme d'amnésie entre les deux. Ça, c'est évident. Enfin, on peut pas dire, ah ben, il y a deux vies, je faisais ci, je faisais ça. Non, puis les histoires de régression aussi qui existent, c'est extrêmement négatif. Il faut surtout pas aller là-dedans. Mais essayer de reprendre conscience de la richesse intérieure que j'ai liée à la succession, la superposition de tout ce que j'ai pu vivre, que j'ai gardé en moi et qui fait ma personnalité d'aujourd'hui. Alors, vous avez des enfants, vous avez sûrement vu des enfants qui ont des habitudes qui n'ont rien à voir avec l'environnement dans lequel ils se trouvent, euh, qui, euh, qui, euh, qui font des choses comme s'ils les avaient appris alors qu'ils les ont jamais appris. Mais ils ont appris à un autre moment, dans un autre contexte, on va dire dans une autre maison, dans un autre corps, dans une autre vie. Et, euh, et ça, c'est à valoriser, c'est à prendre en compte et c'est à respecter profondément. Et moi, en tant qu'âme dans un corps adulte, puisque maintenant on parle des adultes, euh, toutes ces vies
que j'ai vécue, que je ne connais plus, elle se rappelle à moi maintenant dans ce que je suis aujourd'hui, dans ce côté inné de ce que j'aime profondément, que je n'ai jamais appris, qu'on ne m'a pas dit que c'était bien ou pas bien, mais qui sont des sentiments profonds, des comportements qui ont été appris à un autre moment que dans cette vie-là, et qui se superposent à ce que je fais aujourd'hui et de ce que j'apprends aujourd'hui. Donc tout ça ensemble, ça donne une personne très riche, très complexe, parfois avec j'allais presque dire des incohérences. On peut dire qu'on peut parfois avoir des incohérences, mais ces incohérences, elles prennent leur fondation dans les différents scénarios que j'ai vécus et qui parfois s'opposent ou qui ne trouvent pas leur place dans le contexte actuel. Donc vous avez plein de, enfin, pour vous-même, vous pouvez sentir ce que vous avez acquis, donc quels sont les rôles que vous jouez maintenant qu'on vous a appris, et ce que vous êtes intérieurement, profondément, que parfois vous n'exprimez pas, mais qui sont comme des injonctions intérieures de quelque chose que vous sentez vous appartenir, mais qui est tellement profond que vous n'en connaissez pas les racines, vous n'en connaissez pas l'origine. Eh bien, ces sensations profondes viennent de votre mémoire, viennent de j'allais dire, de votre destinée éternelle qui est là, qui ne meurt pas, qui ne meurt jamais. Ce sont des informations qui sont toujours présentes, mais à un moment donné, elles sont enfouies, elles sont inaccessibles. C'est ça qu'on appelle l'inconscient. L'inconscient profond qui vous pousse à agir de certaines façons, euh, qui vous crée des envies, qui vous crée des, comment on va appeler ça, euh, des idées qui font que vous dites, mais ça n'appartient pas à cette vie-là, ça n'appartient pas à ce que j'ai appris, ça n'appartient pas à ce que je suis. Des gens qui peuvent être, quand vous trouvez un exemple, un enfant qui naît dans une famille très occidentale et qui, dès son enfance, veut manger avec des baguettes. Ses parents ne l'ont jamais appris, mais il veut des baguettes pour manger. Ou il y a d'autres enfants, par exemple, pour vous parler des choses un petit peu spectaculaires, on va dire, un enfant qui préfère s'asseoir par terre en tailleur plutôt que de s'asseoir à table. Enfin, il y a d'exemples. Celui-là, ils sont tellement banals, enfin, c'est tellement banal ce que je vous dis, mais vous pouvez voir pour vous-même des forces profondes de quelque chose que vous n'avez jamais appris, mais que vous savez que c'est à vous que ça vous appartient. Et que vous pouvez exprimer. Quand vous êtes adulte, vous avez le droit d'exprimer. Quand on est enfant, on n'a pas le choix. Il y a l'injonction des adultes qui disent non mais fais pas ça, c'est pas bien. Donc cette rééducation va va éteindre la force de ce passé pour que la force du présent prenne la place. Mais c'est pas parce qu'on l'a étouffé qu'on l'a tué. Et à un moment donné, dans vos vies, vous avez des aspirations. On a cherché ce terme depuis tout à l'heure. Vous avez des aspirations qui sont pas en rapport avec ni votre éducation, ni le contexte dans lequel vous êtes. Vous dites, mais pourquoi moi je fais ça? Et j'ai toujours aimé faire ci. Et j'aurais bien voulu vivre là-bas. Je sens que j'ai déjà vécu là-bas. Vous avez des gens qui vous disent ça complètement en dehors, hors contexte, qui vous disent, oh ouais, j'ai peut-être déjà vécu, je sais pas, par exemple, au Canada ou en Inde, par exemple. Il y a des gens qui peuvent vous dire ça. Ils le sentent, mais ils n'ont aucune preuve, il n'y a rien. Donc, ces vies qui sont une réalité spirituelle invisible, qui composent notre personnalité maintenant, font partie de notre propre histoire et on doit les écouter. C'est comme des messages intérieurs qui nous disent ce que l'on est vraiment en dehors des rôles que l'on joue, en dehors des situations multiples dans lesquelles on peut être perdu. Ce recul, donc cette introversion, cette méditation, va nous permettre d'avoir accès intérieurement à notre propre histoire qui nous est très intime, très personnelle et qui va ouvrir en fait, qui va ouvrir des pans de conscience et surtout de,
de beauté intérieure auquel on n'a pas accès maintenant. Pourquoi on n'a pas accès? Parce que le monde dans lequel on vit a cette grande capacité de nous mettre en compétition et en comparaison permanente. Donc, quand vous êtes en compétition et en comparaison, à aucun moment vous n'avez le sentiment que vous êtes quelqu'un de bien, puisque vous n'arrivez jamais à la hauteur de ce qu'on vous demande. Et c'est normal, puisque c'est hors contexte et c'est beaucoup plus que ce que vous êtes capable de faire. Dans ce domaine-là, dans un autre domaine, vous êtes surtout plus compétent, mais pas dans celui-là. Et pourtant, on vous en demande plus encore. Donc, cette notion de savoir qui l'on est, de savoir se respecter dans ce que l'on est profondément et découvrir cette beauté, nonobstant comme je disais tout à l'heure, les injonctions qu'on a pu nous envoyer en disant tu n'es pas assez bon, tu n'es pas fait pour ça, tu devrais faire plus d'efforts. Et c'est ce qu'on appelle le domaine des fausses croyances. Et le domaine des fausses croyances va créer pour nous une réalité qui n'est pas juste. Euh, le monde nous met dans des cases, le monde nous met dans des niveaux de bien, pas bien. Vous savez, l'école, elle est faite pour ça. À l'école, on vous donne si tu fais pas ci, tu n'auras pas ça. Puis tout ce qu'on fait est jugé, noté, quantifié, qualifié. Et c'est juste le monde extérieur et cette vie-là. Mais intérieurement, on a beaucoup plus de valeur. Et si on est capable de faire ressortir ça, tout ce qu'on peut vivre comme ça maintenant, ce sont des scènes secondaires qui n'auront pas qui n'auront pas d'impact sur comment je me ressens moi aujourd'hui, maintenant. En tant qu'un être plein, on dit qu'on a plusieurs vies, mais c'est faux. On ne peut pas dire qu'on a plusieurs vies. On dit qu'on a une existence qui va se manifester dans différents scénarios avec différents corps. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on a suffisamment d'expérience, on a un parcours suffisamment long pour se dire que si on l'écoute et si on l'entend, on peut se dire qu'on a beaucoup de sagesse. On a beaucoup de sagesse parce que ça fait longtemps qu'on est là, ça fait longtemps qu'on voit le monde et ça fait longtemps qu'on est capable de l'analyser tel qu'il est maintenant avec les paramètres qui sont des paramètres beaucoup plus spirituels que des paramètres matérialistes. Si vous regardez la science, maintenant, ils font des choses absolument extraordinaires. Et merci la science. Mais pas merci la science, parce que si elle nous met dans une fausse impression que tout ce qui est mesurable et quantifiable existe, ça veut dire que la science, sans le savoir, nous ampute de tout ce côté invisible et spirituel qui lui est tout à fait accessible, mais pas par les, les moyens de la science. Que la science, elle fonctionne en trois dimensions, le haut, le bas, et le haut, le bas, le large, enfin, etc. Ça fait un peu comme ça. Voilà, ça, c'est les trois dimensions. Quatrième dimension, on est dans l'invisible. C'est-à-dire, on est dans le ressenti et on est dans un monde qui compose 80% de la vie. 20% c'est le tangible, 80% c'est l'intangible. Donc, si on ne dit qu'à 20%, on oublie les 80% de ce qui est invisible et de ce qui est réel. C'est pas parce que c'est pas visible que ça n'existe pas. C'est pas parce qu'un son, on l'entend pas qu'il n'existe pas. Le chien entend les ultrasons, l'être humain, non, il n'a pas la même gamme de perception. Donc, pour le chien, le son, il existe, pour l'humain, il n'existe pas. Et pourtant, il existe réellement. Donc, c'est pas parce que je ne perçois pas que ça n'existe pas. Et c'est pas parce que je le perçois que ça existe tout le temps. Donc, la science me dit, si vous pouvez le percevoir, c'est que ça existe. Si vous le voyez pas, ça n'existe pas. Donc, c'est le conflit permanent entre la matérialité et la spiritualité. Et donc, mon corps, il existe maintenant, mais moi, l'âme, je suis invisible, mais je me manifeste à travers ce corps. Et donc, mon passé, il est invisible, mais il est tangible pour moi. Et pour les autres, chacun a aussi cette histoire de vie. Donc, il faut tenir compte dans nos relations et dans la façon dont on joue nos différents rôles. En face de nous, on a des personnes qui ont aussi une histoire qui est différente de la mienne, qui n'est pas chargée de la même façon, que ce soit cette vie présente dans le début et la fin de ce corps, ou que ce soit les autres vies. Et
Si on parle d'avant, on parle de maintenant, mais on parle aussi d'après. Donc l'après aussi, ça se prépare. Ça se prépare. Et donc là, en étant dans cette conscience spirituelle, hein, cette conscience que nous sommes des âmes, eh bien on se soustrait en fait à ces deux peurs fondamentales qui sont celles de la maladie et de la mort dont je parlais tout à l'heure, parce que la maladie et la mort euh, présagent de la fin de quelque chose. Alors que dans une perspective spirituelle, on est dans un renouveau, on est dans quelque chose de neuf, quelque chose qui se termine, mais quelque chose qui recommence. Rien ne s'arrête. Donc, cette perspective du futur nous met dans la position aussi de qu'est-ce que je vais emmener avec moi dans le futur, de ce que je vis maintenant, de ce que je suis capable de créer avec mes pensées, quel type de comportement je vais emmener, parce que cette mémoire de mes comportements, ben, elle est en train de se mettre en ce moment en place, elle est en train de s'enregistrer. Et si ça s'enregistre maintenant d'une bonne façon, si c'est des choses sympathiques, ben, ça sera sympathique après. Si je suis en train d'enregistrer des choses beaucoup plus tristes, beaucoup moins sympathiques, ce sera moins sympathique après. Donc, on peut se préparer un futur, disons, confortable, pas parce qu'on aura plus d'argent, pas parce qu'on aura tous ces conforts, etc., mais simplement parce que on va emmener avec soi la personne qu'on est en train de créer aujourd'hui ou d'enrichir par rapport à ce qu'elle existait dans le passé. Cet espace-temps-là, je vais maintenant l'utiliser pour pouvoir créer quelque chose de plus, de mieux, parce qu'on est toujours bonifiable dans le temps, et de pouvoir prendre, en fait, ce qu'on appelle, ce qu'on peut dire apprendre sa destinée en main. Et ça, c'est être créateur, et ça, c'est être positif, et c'est être la personne qui est responsable de soi. Et on utilise souvent ce mot qu'on dit être souverain de soi-même. Être souverain de soi, c'est-à-dire je vais devenir la personne que j'ai envie d'être. Et je ne vais pas me comparer aux autres, je ne vais pas essayer de copier les autres, parce que maintenant, on est dans un monde où on se copie en permanence. On est des clones les uns des autres. Maintenant, là, je vais assumer ma différence, je vais assumer euh, ce que je suis pour mon propre bénéfice et le bénéfice des autres. Donc, voilà un petit peu comment je voulais ce soir parler de... Mais il est quand même 8h moins 5, hein. J'ai grignoté 10 minutes par rapport à ce que vous avez dit. Donc, voilà un peu les trois aspects de mes vies et comment on peut vivre au carrefour de toutes ces expressions-là et comment on peut soi-même se prendre en main tout simplement, se prendre en main et puis se dire que le point de départ de tout, c'est moi, sans ego, sans arrogance. Mais ce matin, j'ai entendu quelque chose qui était assez extraordinaire, j'avais jamais entendu ça. C'est une personne qui disait dans un commentaire de méditation, elle disait, est-ce que j'ai un regard qui donne ou est-ce que j'ai un regard qui prend? Et, euh, et c'est extrêmement profond de se dire, si je suis bien centrée, si j'ai une bonne estime de moi, si j'ai un bon respect de moi-même, si je sais qui je suis, si je comprends qui je suis, ma personnalité enlevée de tous les rôles, j'ai un regard qui donne. Si je suis dépendant des autres, si je suis stressée, si je me sens vide, j'ai un regard qui prend, qui cherche du support. Donc voilà, c'est un petit peu se poser cette question-là et c'est en conclusion de cette petite phrase, en conclusion de- je vais dire du partage, mais il y a que moi qui ai parlé ce soir, entre vous et moi. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, c'est configuré de telle sorte qu'on ne peut pas avoir de chat ni se parler ensemble, mais ça fait rien. On se retrouvera. Et puis, en attendant, bah, évoluez bien dans tout ce qui a été dit, dans tout ce qui a été dit ce soir. Et on verra comment ça marche pour chacun. Mais ça marche, je vous dis, ça marche. Et vous pourrez avoir 10 coups de téléphone en même temps, 5 pizzas qui brûlent et puis 10 personnes qui arrivent, vous allez gérer au maximum, sans problème. Voilà, merci beaucoup et très très bonne soirée. À bientôt. Merci de votre attention. Au revoir.